Bonjour. À partir de cette vidéo, je vais présenter le contenu du module Initiation à la traduction français-anglais-français. Je vais commencer par la notion de la traduction. Qu'est-ce que c'est la traduction? C'est le fait de passer d'un texte d'une langue à une autre en gardant le même sens afin que le message soit compris par les lecteurs de la langue cible. Voici quelques définitions terminologiques par des traductologues célèbres, Vinay et Darbani, qui définissent la traduction comme le processus qui consiste à remplacer un texte dans une langue par un texte équivalent dans une autre langue. Dans la définition linguistique, Catford dit que la traduction est une opération linguistique qui repose sur la compréhension du message de départ et sa reformulation dans la langue d'arrivée. Dans la définition fonctionnelle, Christian Nord defined the translation as a communicative act which aims to transmit meaning from one language to another for a specific purpose and target audience. Dans la définition culturelle, Suzanne Barsent dit que la traduction est un acte de médiation interculturelle qui permet le transfert du sens entre deux communautés linguistiques et culturelles. Maintenant, je vais présenter l'histoire de la traduction dont on parle de la tour de Babel. Le récit de la tour de Babel se trouve dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de la Genèse. Selon ce contexte, après le déluge de Noé, les hommes parlaient une seule langue et formaient une seule communauté. Ils décidèrent de construire une grande ville avec une tour dont le sommet toucherait le ciel afin de se faire un nom et d'éviter d'être dispersés sur toute la terre. Mais Dieu voyait leur orgueil et leur volonté de défier les limites humaines, confondit leur langue, les hommes ne se comprenaient plus, incapables de communiquer, ils cessèrent la construction et furent dispersés sur toute la surface de la terre. Le lieu prit le nom de Babel, ce qui signifie confusion en hébreu. L'expression un projet babélien est utilisée pour désigner une entreprise trop ambitieuse et irréalisable. Maintenant, je vais présenter le premier chapitre qui est Introduction à la traductologie, les procédures de la traduction de Vinay et Darbani. Dans les années 1950, deux chercheurs canadiens, Jean-Paul Vinay et Jean Darbani, ont exploré les aspects linguistiques de la traduction. À l'époque, la traductologie n'existait pas encore vraiment, et la plupart des travaux de Vinay et Darbani étaient considérés comme relevant de la littérature comparée. Lorsque l'on examine les travaux de Vinay et Darbani, le terme linguistique contrastif semble beaucoup plus approprié, car ils ont étudié les différences entre deux langues afin de mieux les comprendre. Alors que d'autres chercheurs se contentaient de comparer deux langues afin d'établir des liens entre elles, Vinay et Darbani se sont intéressés au processus de la traduction. Leurs efforts ont abouti à ce qui est considéré comme leur ouvrage fondateur dans le tournant linguistique des études de traduction, stylistique comparée du français et de l'anglais, méthode de la traduction, qui a été traduit en anglais environ 4 décennies plus tard sous le titre Comparative Stylistics of French and English, a Methodology for Translation. Vinay et Darbani ont posé comme hypothèse qu'il existait 7 processus ou procédures principaux à l'œuvre dans toute la traduction. Voici les 7 processus qu'ils ont identifiés. L'emprunt. À moins que vous ne fassiez partie de ces personnes qui confondent emprunt et prêt, cela ne devrait pas vous poser de problème. L'emprunt consiste à prendre un mot de la langue source et à le conserver dans la langue cible. Exemple, shopping, day of life, parking, planning, sponsor, fast food. Nous avons le calque, qui consiste à transférer littéralement une expression du texte source vers le texte cible. Exemple, week-end, fin de semaine. Et nous avons deux types de calque, calque morphologique et calque sémantique. La traduction littérale, qui est une méthode qui ne doit être réalisée que dans certaines circonstances. Selon Vinay et Darbani, l'idée de traduire mot à mot sans en altérer le sens est considérée comme une utilisation acceptable de la traduction littérale par les deux chercheurs. Ensuite, nous avons la transposition, qu'ils ont définie comme le changement de classe grammaticale sans modification du sens. Par exemple, il a échoué à l'examen, his failure in the exam. Nous avons changé le verbe par un nom, a échoué, failure. Après son arrivée, il a téléphoné à sa mère.
After he arrived, he called his mother. Il parle lent. He speaks slowly. La modulation, qui est la cinquième technique, consiste à traduire le texte cible d'un point de vue différent de celui du texte source. Il considère cette procédure comme nécessaire lorsque les résultats des procédures précédentes produiraient une traduction qui sonne mal. Par exemple, il n'est pas stupide, he is clever. He didn't go outside, il n'a pas mis le nez dehors. L'équivalence peut être à la fois simple et complexe en traduction, mais les deux chercheurs expliquent l'équivalence comme quelque chose de presque intrinsèquement culturel. En prenant l'exemple d'une personne qui exprime sa douleur en anglais, on utilise le terme ouch, tandis qu'en français on dit aïe. Et enfin, nous avons l'adaptation. C'est la procédure la plus complexe selon les deux chercheurs, car l'adaptation s'apprend à l'équivalence dans la mesure où le traducteur cherche à rendre la langue source de la langue cible tout en veillant à ce qu'elle soit aussi pertinente et significative que l'original. Maintenant, je vais passer au chapitre 2, qui est les méthodes de traduction. Peter Newmark a divisé les méthodes de traduction en deux grands groupes. Le premier groupe met l'accent sur le texte source, tandis que le second met l'accent sur le texte cible. Le premier groupe comprend la traduction mot à mot, la traduction littérale, la traduction fidèle et la traduction sémantique. Le second comprend l'adaptation, la traduction libre, la traduction idiomatique et la traduction communicative. Newmark présente les méthodes de la traduction sous la forme du diagramme ci-dessous. Maintenant, je vais passer au chapitre suivant, qui est la théorie interprétative de la traduction. La théorie interprétative de la traduction, également appelée théorie du sens ou école de Paris, constitue l'un des courants les plus influents dans le domaine de la traductologie contemporaine, développée dans les années 1970 par Danica Seliskovic et Marian Lederer. Cette théorie met l'accent sur la transmission du sens plutôt que sur la compréhension, la déverbalisation et la reformulation. Naissance de l'école de Paris. À l'ISIT, Seliskovic observe que les interprètes ne traduisent pas les mots, mais les idées. Ce constat fonde la traduction interprétative, qui met la compréhension globale au centre de l'acte traductif. Les principes fondamentaux de la théorie, nous avons la compréhension. Elle implique l'analyse du contexte, la connaissance encyclopédique du traducteur, l'intention de l'auteur et les implicites culturels. La déverbalisation désigne le détachement du sens de la forme linguistique originale. Le traducteur retient l'idée et non pas la phrase. La reformulation, le traducteur reformule le sens compris dans la langue cible selon ses ressources linguistiques et culturelles afin de produire un texte naturel et cohérent. Et en fin de cette vidéo, vous allez trouver la bibliographie qui peut vous être utile pour d'éventuelles recherches plus avancées. Merci pour votre attention.